nous sommes très heureux de reprendre cette année scolaire avec vous et nous tâcherons de vous offrir encore bien des trésors. Le premier de cette rentrée, eh bien, c'est le beau livre de Guylain de Diesbach. Bonjour Guylain. Bonjour Anne. Et qui s'appelle La vie des autres, sous-titré Souvenirs d'un biographe, qui est une sorte de résumé de votre activité biographique. Après avoir enchaîné les déconvenus, le ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a présenté son plan pour lutter contre la surpopulation carcérale. Face à l'urgence, le garde des Sceaux préfère mettre la poussière sous le tapis. C'est un véritable procès d'inquisition. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, doit affronter un vote des eurodéputés sur la manière dont il gouverne son propre pays. L'objectif de la manœuvre, destituer la Hongrie de son droit de vote dans les instances européennes. Le président des riches tente de séduire les pauvres. Emmanuel Macron lance son opération séduction sociale. Résultat de cet exercice particulièrement délicat, des annonces pas vraiment à la hauteur et un monde associatif qui fait grise mine. Madame, Monsieur, bonsoir. Nicole Belloubet lance son plan prison. Alors que les critiques pleuvent à son encontre, le ministre de la Justice a présenté ce mercredi ses projets pour désengorger les établissements pénitentiaires, des propositions en forme de cache-misère. Thibaut Bastide. Moins de détenus et plus de place, voilà l'objectif du plan prison annoncé ce mercredi en Conseil des ministres par le garde des Sceaux Nicole Belloubet. Dans la tourmente après un été noir dans les prisons françaises, le ministre de la Justice a donc dévoilé plusieurs mesures pour réduire le nombre de détenus en France. Alors que la surpopulation carcérale a atteint un niveau record avec plus de 70 000 détenus pour une capacité maximale de 59 000 places, le garde des Sceaux vise une diminution de 8 000 prisonniers sans pour autant préciser de calendrier. Pour ce faire, Nicole Belloubet mise sur la fin des courtes peines d'emprisonnement en redéfinissant l'échelle des peines. Ainsi, en dessous d'un mois, les peines d'emprisonnement ne seront plus prononcées, tandis qu'entre 1 et 6 mois, la peine s'exécutera par principe dehors sous forme de travaux d'intérêt général. Toujours pour lutter contre la surpopulation carcérale, le plan du ministre prévoit également de créer 7000 places de prison supplémentaires d'ici à la fin du quinquennat, dont 2500 seront construites dans des maisons d'arrêt avec un haut niveau de sécurité, alors que l'administration pénitentiaire est encore sonnée par l'évasion du braqueur meurtrier Redouane Faïd le 1er juillet dernier. Un bien maigre objectif alors qu'Emmanuel Macron en avait promis 15 000 lors de sa campagne présidentielle. Si le ministre de la Justice a suivi à la lettre les volontés du chef de l'État, les mesures annoncées semblent bien minces, voire totalement inadéquates à la situation. En effet, la fin des courtes peines de prison accentuera le sentiment d'impunité déjà bien présent chez les délinquants, mais aussi le sentiment d'injustice déjà bien présent chez les victimes. Concernant les conditions de sécurité des agents pénitentiaires dont le nombre d'agressions ne cesse d'augmenter, rien de nouveau. Face à une situation qui semble hors de contrôle, le ministre de la Justice a donc préféré jouer la carte du cache-misère, une politique dans la droite lignée de celle de Christiane Taubira lors du précédent quinquennat de François Hollande. Viktor Orban poignardé par ses alliés après avoir fait face à l'hémicycle européen à Strasbourg mardi. Le Premier ministre hongrois a essuyé un vote contre son gouvernement ce mercredi avec l'appui du Parti populaire européen. Un vote qui déclenche automatiquement une procédure d'article 7 pour retirer les droits de la Hongrie au sein de l'appareil européen. Un geste sans précédent. Élise Blaise. Il savait que son discours ne changerait pas la donne. Viktor Orban a comme prévu essuyé un vote du Parlement européen contre lui. Les députés se sont prononcés à une large majorité, 448 voix pour, 197 contre et 48 abstentions, en faveur de l'ouverture d'une procédure de sanction contre la Hongrie
par le biais de l'article 7. Une disposition qui pourrait permettre, en cas de validation des membres du Conseil européen, une suspension des subventions et des droits de vote de la Hongrie au sein des instances européennes. Devant l'hémicycle, le Premier ministre hongrois a réaffirmé mardi le sentiment d'appartenance de son pays à l'Europe, tout en faisant l'éloge de la souveraineté de tous les États-nations qui composent l'UE. Il a d'ailleurs rappelé à toute fin utile que son peuple s'était exprimé à plusieurs reprises, notamment sur l'immigration, et qu'ainsi, il n'avait pas mené une politique contre les flux d'immigration clandestine sans mandat populaire. Pour Orban, c'est un véritable chantage qu'a entrepris l'Union européenne. Et ce n'est pas son rapprochement avec l'un des nouveaux hommes forts de l'Europe, Matteo Salvini, qui pourrait calmer les inquiétudes des eurocrates. Sans surprise, lors de la séance de mardi, le Hongrois a pu compter sur un allié de taille en la personne de Nigel Farage, le chef de file du UKIP britannique. Dieu merci, monsieur Orban, il existe au moins un leader européen capable de défendre ses principes, sa nation, sa culture et son peuple face à un tel harcèlement. Dieu merci, vous êtes là, c'est tout ce que je peux dire. Et je suis sûr que les Hongrois d'un certain âge se rappelleront de leurs mauvais souvenirs aujourd'hui. C'est un procès spectacle où une bande de politiciens pointe du doigt et hurle, se gargarise de haine. Le procureur général, le commissaire européen qui n'a pas été élu, a l'audace de vous donner une leçon de démocratie. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ils veulent vous retirer vos droits de vote, ils veulent vous retirer vos subventions européennes. Et tout ça parce que vous avez l'audace de vous opposer à George Soros, l'homme qui a versé 50 milliards de dollars à travers le monde pour essayer de briser les États-nations et pour se débarrasser de nos démocraties traditionnelles. Et évidemment, en Hongrie, il a financé la promotion de l'immigration illégale dans votre pays. Et vous, à juste titre, vous êtes opposé à lui. J'aurais aimé que l'on fasse tous de même. Monsieur Orban, vous dites que vous voulez rester membre de cette Union européenne, mais ce n'est pas seulement votre pays qui a été insulté aujourd'hui. Vous avez été insulté aussi. Il est temps d'être logique. Rejoignez le club du Brexit, ça va vous plaire. Time to be more logical. Come and join the Brexit club. You'll love it. Un soutien et une main tendue qui n'auront pas suffi pour autant. En effet, les eurodéputés ont majoritairement voté en faveur du rapport Sargentini, du nom d'un député écologiste néerlandais qui pointait les divergences de valeurs entre la Hongrie et Bruxelles. Pour autant, après ce vote, Viktor Orban pourra avoir une vision plus claire de ses alliés, car nombreux sont les députés du PPE, le groupe où siège le Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois, à avoir voté contre lui. Au rang des surprises, peut-être le parti de Sebastian Kurz, le VP autrichien, qui avait annoncé vouloir voter contre Viktor Orban, malgré leur position commune anti-immigration. Emmanuel Macron se frotte à la politique sociale au plus bas dans les sondages. Le président va tenter d'inverser la tendance avec un plan de lutte contre la pauvreté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas gagné. Le président des riches tente de se refaire une santé chez les pauvres. Le calcul électoral est bon, ces derniers sont bien plus nombreux. Après plus d'un an au pouvoir, le président tente une rentrée sociale, un exercice pour le moins délicat quand on connaît les antécédents médiatiques du jeune premier de la République. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Des sorties qui ne passent pas vraiment et qui ne sont pas sans rappeler son prédécesseur François Hollande qui aimait à plaisanter sur ceux qu'il appelait les sans-dents depuis son bureau élyséen, à la différence près que ce dernier gardait ce genre de réplique pour un petit cercle privé. Pas à l'aise sur le sujet, le président tentera de présenter son plan d'action jeudi. Lundi, il était allé faire la tournée des popotes au centre d'ATD Carmonde à la rencontre des déshérités. Des signaux en direction d'un problème qui semble échapper au président, la pauvreté. Un concept délicat qui revient sans arrêt et dont on ne parle pas trop sur les bancs des écoles de commerce ou dans les bureaux de la banque Rothschild. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Salaud de pauvres et qui restent pauvres, on est quand même mieux avec des start-upers métissés. La petite offensive sociale était prévue pour juillet, mais a finalement été reportée à ce début d'année scolaire, un moment plus opportun pour capter tous les regards et avoir une actualité moins centrée sur l'affaire Benalla. Pas pressé donc, le président. Et pourtant en France, un enfant sur 5 vivrait sous le seuil de pauvreté et 9 millions de Français vivent avec moins de 1 000 € par mois. Mais pas d'inquiétude apparemment, cela n'empêche pas de devenir président de la République. De Xavier qui vous demande si vous avez déjà vécu avec 1 000 € par mois. J'ai vécu quand j'étais à un moment donné adolescent avec environ 1 000 € par mois. Oui. La stratégie sociale du président devrait être articulée autour du concept de prévention de la pauvreté dès le plus jeune âge. Beaucoup de bien jolis mots qui n'ont rien de très concret.
Le ministre dit des Solidarités, Agnès Buzyn, promet une stratégie ambitieuse avec des dépenses pour accompagner les personnes vers leur émancipation. En réalité, le vrai changement pourrait naître de l'homogénéisation du calcul des minima sociaux et une fusion des prestations. Redoutable, comprendre, tout regrouper pour tout affaiblir. Pas de quoi rassurer les associations donc, et peut-être de quoi redonner un petit coup de pouce à la gauche mélenchoniste pour la rentrée. Emmanuel Macron, lui, est actuellement à 25% d'opinion favorable et 69% défavorable, avec sa plus forte baisse de popularité depuis son élection. Pas sûr que sa tentative sociale inverse la tendance, mais pour ça, c'est comme quand il touche les pauvres, le président s'en lave les mains. Les gens pensent que c'est ringard. Les trucs, enfin, que c'est des métiers en voie de disparition. Le type, quand il vous explique, il exporte. Les prud'hommes se désengorgent sur l'exercice 2017. Cette juridiction mixte paritaire élective traitant des contentieux du travail a vu sa fréquentation baisser de 15% par rapport à l'année précédente. La loi Macron, passée sous la précédente majorité, serait le principal facteur de cette évolution. 127 000 contentieux devant les conseils de prud'hommes en 2017. Ce chiffre peut paraître important. Et pourtant, il est bien inférieur à celui de l'exercice précédent. La baisse est claire et nette, moins 15%, soit 23 000 affaires en moins. Ces chiffres, révélés par le ministère du Travail lundi 10 septembre, ont de quoi étonner et permettront au président de faire valoir son bilan, non pas présidentiel, mais plutôt du temps où il était ministre d'un gouvernement socialiste. Et pour cause, la réforme Macron concernant le contentieux du travail, et donc des prud'hommes, semble avoir largement contribué à cette baisse. La mesure qu'avait mise en place l'actuel locataire de l'Élysée consistait à intégrer un barème d'indemnité, barème qui incite à la négociation entre employeurs et salariés et qui évite donc de passer par la case prud'homme. Ainsi, pour un licenciement abusif, un montant de dommages-intérêts est proposé avec des planchers et plafonds basés sur l'ancienneté du salarié. L'obligation de remettre un formulaire et la constitution d'un dossier complet comportant le contrat de travail, les fiches de paie et la lettre de licenciement ont ainsi permis d'éviter bon nombre d'affaires et contraint d'une certaine manière les parties à faire leur petite cuisine avant de passer par la case prud'homale. Résultat, les ruptures conventionnelles ont augmenté de près de 8%, une évolution du conflit au travail qui semble avoir plutôt profité aux entreprises puisque les sommes minimales qui peuvent être récupérées au prud'homme ont été divisées par 2. L'entreprise condamnée n'a en outre pas à verser plus de 3 mois et demi de salaire pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté et pas plus de 20 mois de salaire pour un salarié disposant de plus de 30 ans d'ancienneté. À cette évolution pour les licenciements individuels s'est ajoutée la mise en place de ruptures conventionnelles collectives dont 66 procédures ont été mises en place avec un échec pour 11 d'entre elles et une homologation pour 37 pour l'exercice 2017. Cette rupture conventionnelle collective permet à une entreprise de supprimer des postes sans les risques inhérents au plan social. Pour cela, l'entreprise doit négocier avec les syndicats les conditions d'un départ volontaire. En plus du but affiché de désengorger les conseils des prud'hommes, l'idée était également d'améliorer l'image de la France auprès des investisseurs étrangers, comprendre ne pas trop se tracasser avec le renvoi d'un salarié. Et si le désengorgement des prud'hommes a concrètement fonctionné, le retour des investisseurs étrangers lui semble bien hypothétique. Actualité en bref avec Thibaut Bastide. Les sacs abandonnés dans les transports en commun peuvent contenir des trésors. C'est ce qui est arrivé à un machiniste de la RATP. Mardi, dans le 18e arrondissement de Paris, un chauffeur de bus a découvert un sac placé sous un siège qui contenait près de 16 000 € en liquide. Le chauffeur a informé sa direction et remis le sac à la police. Le propriétaire de l'argent est activement recherché par les policiers du service de l'accueil et de l'investigation de proximité. Le président de Solidarité Kosovo interdit de séjour au Kosovo. Alors qu'il se rendait sur place dans le cadre d'un séjour humanitaire, Arnaud Gouillon a été arrêté à un poste de contrôle par des policiers albanais. Une décision au relent politique puisque l'association Solidarité Kosovo vient en aide à la communauté serbe du Kosovo Metochi, population majoritairement chrétienne orthodoxe. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, Adoma a une proposition à vous faire. La société spécialisée dans le logement accompagné recrute un responsable études et développement pour la réinstallation de clandestins. Le but, acheminer les migrants vers les logements réquisitionnés. Vous voyez quand on vous dit que l'immigration est une chance pour la France.
Le Brexit pourrait profiter à la Grèce alors que la Grande-Bretagne prépare sa sortie de l'Union européenne. Le ministre de la Culture grec exige le retour des fameux marbres du Parthénon. Les pièces sont actuellement conservées au British Museum et cela fait plus de 30 ans que la Grèce réclame leur retour à Athènes. Avec le Brexit, les Britanniques craignent de voir les demandes de restitution se multiplier. Ne vous inquiétez pas, Soyouz va bien. Un cosmonaute russe a publié une vidéo dans laquelle il dévoile le trou ayant provoqué une fuite d'oxygène sur le vaisseau amarré à la station spatiale internationale. Не волнуйтесь, у нас все в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», где было зафиксировано падение давления воздуха. Как видите, мы спокойно здесь находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает, как пишут это в СМИ. Сейчас и вы все сами увидите. Так что, как видите, у нас на борту все спокойно. Живем мы, как всегда, мирно и дружно. Эксперименты выполняются в штатном режиме. Odin revient alors que le mariage et le modèle de famille traditionnel connaissent une crise depuis de nombreuses années. Un couple norvégien a choisi de se marier dans la tradition viking. La cérémonie a eu lieu le 25 août dernier au bord d'un lac dans un véritable décor de saga nordique et l'union de Rune Dalseth, 36 ans, et Elisabeth Dalseth, 27 ans. Une petite erreur historique en revanche, la présence d'un prêtre païen, ce qui n'existait pas dans la tradition viking. Tenue traditionnelle, hydromel et échange du sang dans un chaudron, tout y était et la relève est assurée puisque les deux époux ont déjà un fils du nom de Ragnar Lodbrok. Dans un instant, notre Zoom du jour, Germain Arfeux, auteur bourguignon et fondateur du mouvement pour la libération de la Bourgogne, nous présente ses deux derniers ouvrages, Carnet de route en Ossois et La traversée de Dijon. Alors c'était une époque où il y avait une crise politique en Belgique, où il n'y avait plus de gouvernement. Et donc, c'était une manière de rappeler qu'à une certaine époque, la Belgique et la Bourgogne étaient rattachées, puisqu'il y avait ce qu'on appelait les États bourguignons qui s'étendaient finalement de Mâcon jusqu'à La Haye. Et donc, c'était une manière de reparler de cette grande histoire bourguignonne et de rappeler qu'à une époque, la Belgique était grande quand elle était bourguignonne. Ce soir, retrouvez Perles de culture. Anne Brassier reçoit Guylain de Disbach pour la présentation de son ouvrage intitulé La vie des autres, souvenir d'un biographe. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. C'est pas pour faire mon intéressant, comme disait autrefois Pierre Desproges, que j'ai croisé quand il n'était que journaliste, c'est vous dire comme je suis vieux, c'est pas pour faire le malin, mais il se trouve qu'au village, dans mon entourage, parmi les enfants de mes amis, j'ai eu la réputation de réparer les ordinateurs en une demi-heure, enfin pour les trois quarts d'entre eux, et en 2 heures pour le dernier quart, c'est-à-dire de changer, de reformater, de rétablir Windows, d'installer Linux, etc. C'est un talent de société qui, à Campagnol, est devenu vite envahissant, d'autant qu'il est bénévole. La plupart de ceux qui font comme moi le savent, il faut seulement pour ce genre d'exercice une bonne mémoire, et si vous avez une bonne mémoire, vous avez vite une grosse expérience, mais d'ailleurs assez basique, du genre si c'est pas ça, ça doit être ça. Donc on vient naturellement me demander dans la rue si je pourrais passer un jour à la maison, ou encore pire, maintenant que les gens ont souvent des gros portables de supermarché à 400 €, vous savez, avec un gros écran et un processeur minable, on me donne l'objet carrément dans un grand sac avec son chargeur en disant il démarre plus. Et je lui fais cracher, rentrer chez moi, ses instructions de démarrage, ce qui n'est pas toujours simple parce que les constructeurs désormais se protègent de plus en plus contre les fouineurs de mon espèce. Il faut donc un mot de passe pour intervenir. Un mot de passe qu'on trouve grâce à un code constructeur. Illustration de plus que le système est en train de devenir complètement fou parce qu'il cherche à domestiquer les gens, à les priver de leur liberté d'ouvrir et de réparer ce qu'ils ont acheté. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle, c'est pour évoquer l'attitude des mâles dominants du village qui sont insupportables à l'égard de ceux qui savent quelque chose parce que pour leur part, ils sont ignorants sur la plupart des sujets. On se demande d'ailleurs s'ils ne cherchent pas à dominer tout le monde pour cacher qu'ils ne savent rien. Oui, parce que le côté dominant, manipulateur, agressif dans une petite communauté va rarement de pair avec une compétence, dans quelque domaine que ce soit.
Le frimeur, l'élu, le brasseur de vent, là, qui connaît tout le monde à la communauté de communes, sait généralement à peine écrire une lettre, n'a aucune idée de la façon dont on traite son courrier sur Gmail ou Outlook. Heureusement, il a souvent une secrétaire, une femme, qui le fait pour lui. Et quand un problème se déclare sur l'ordinateur du foyer, ou le portable de sa fille, par exemple, qui justement part en stage la semaine prochaine, on sent bien que pendant plusieurs jours, il retourne la question dans tous les sens avant de vous demander, à contre-cœur, dis donc, tu voudrais pas y jeter un coup d'œil? Mais il ajoute immédiatement, si t'as pas le temps, ça fait rien, mon neveu est informaticien. Donc, je vous traduis, hein, quand en gros, vous avez affaire à quelqu'un de ce type, il vous donne l'impression qu'il est bien bon de vous demander un service, car il y aurait des gens qu'il n'a pas sous la main, mais qui le rendraient ce service mieux que vous parce qu'ils sont plus compétents. C'est vraiment le genre de truc qui vous encourage à être serviable. Ensuite, si vous rencontrez un problème matériel du genre un disque dur qui fait quick et qu'il faut changer, le type revient à la charge en disant non, laisse tomber, je vais le montrer à mon neveu. Ça veut dire clairement qu'on vous prend pour un médecin nul alors qu'on vient de vous confier le patient en urgence avec une jambe cassée. Dans ces cas-là, généralement, pour avoir la paix, vous mettez un vieux disque dur de 250 gigas qui traînait chez vous. Vous réinstallez Windows, la fille du type peut partir faire son stage de marketing dans une boîte de Montpellier, la mère vous comble de remerciements, mais le père, rien du tout. Son attitude tout entière consiste à dire « si j'avais eu le temps de m'intéresser à ces bêtises, j'aurais été meilleur que toi ». Donc l'ennui, et on me permettra là de prendre un peu de chance, c'est que c'est quand le type en question est président du conseil général, ou député, ou président d'un comité de commune, ou d'une coopérative. Il ne supporte pas les gens qui en savent plus que lui, quel que soit le domaine. Il passe son temps à débiner les langages, les techniques, les procédés auxquels il ne comprend rien. Alors non seulement ça, mais quand il dirige une poignée de programmeurs parce qu'il tient leur budget entre ses mains, il leur confie des tâches complexes sur un ton désinvolte, d'un air de dire « bon, vous allez me faire ça sans en tirer gloire ». En gros, ça veut dire que la gloire, c'est un truc qui m'est réservé. Donc en gros, c'est Staline visitant un haut fourneau en 1950. Eh bien, ce personnel politique doit disparaître, tout simplement. C'est ce que j'ai dit à notre mère un soir où j'avais trop bu, les gens qui se flattent de leur ignorance, qui considèrent toutes les compétences d'autrui comme des enfantillages, les gens qui disent « si j'avais eu le temps, j'aurais égalé, voire surpassé ton talent », ces gens sont le poison de notre pays. La meilleure preuve, c'est que Macron se présente comme leur antidote. Mais il n'a pas compris que la compétence que tout le monde lui reconnaît dans certains domaines n'est rien sans le jugement. Et là, comment dire, c'est pas vraiment son truc parce que le jugement, ça ne s'apprend pas. Sauf peut-être si on écoute assidûment Campagnol, TVL, et si on en fait bénéficier ses amis. Merci.